Pour Hassan II, le coup commence lors de l'invasion de son palais le 10 juillet 1971. Mais pour les insurgés, l'histoire débute un peu plus tôt. Il est 5 heures du matin, le jour du coup d'État. Le colonel Ababou regarde les élèves de l'école de sous-officiers des forces armées marocaines affréter les 90 camions arrangés devant lui. Des soldats d'élite, entraînés aux actions commando, sur le pied de guerre depuis 3 jours. Tout le monde est en ordre de bataille. L'ordre de marche est donné. On traversera Fès, Meknès, Kémisset, Tiflet, Rabat. Le roi, pendant ce temps, joue au golf. Au palais, près de 800 invités sont attendus, habillés en tenue de sport élégante pour profiter des festivités. Tir au pigeon, golf, natation, bridge et poker. Des centaines de domestiques et de musiciens sont mobilisés pour l'événement. À Rabat, on manque d'eau, mais c'est parce qu'on l'a coupé pour arroser le golfe du roi. On remarquera que les abords du complexe balnéaire hallucinant de Sikra sont étrangement dépeuplés de soldats, et même les quelques démonstrations militaires prévues au planning sont annulées. C'était la tâche confiée au général Medbou, conspirateur en chef, en ce moment posté auprès du roi. Il se distingue des officiers fidèles par la couleur de sa chemise, jaune comme celle des autres comploteurs pour ne pas se faire abattre par erreur. Sous couvert d'organiser le tournoi de golf, il donne des ordres et des indications à la radio. La femme et les concubines et les enfants du roi, depuis leur villa, entendent les premiers coups de feu. Beaucoup de gens tomberont dès le début de l'assaut. Le colonel Ababou, dans une jeep, dirige le mouvement de ses hommes. Au moindre geste, très professionnellement, on tire. On entend dire « Messieurs les ambassadeurs, n'ayez pas peur, nous sommes l'armée libre pour le bien du peuple ». Medbou rejoint la colonne et se lance à la recherche du souverain. À Rabat, un commando de conspirateurs a pris le contrôle de la radio d'État et proclame la mort du monarque et le début d'un nouveau régime. Mais il ne le trouve pas à temps. Un messager a réussi à prévenir les troupes fidèles qui sont en chemin. Ababou quitte le navire, laisse au palais des troupes que le roi n'a pas de mal à reconvertir à son camp. Une fois le pays prévenu de la survie du roi et du royaume, le roi investit son général Oufkir de la mission d'épuration des mutins et de ses corps d'armée. Mission qu'il prend très à cœur. S'ensuivent des questionnements douloureux. 9 des 15 généraux du Maroc sont morts ou en prison. Comment peut-on les remplacer par des officiers plus jeunes quand on vient de subir un coup d'état de la même armée? Et Oufkir, chef de toutes les polices du royaume, est-il fiable quand il n'a pas vu venir un complot de cette ampleur? Comment décourager durablement un autre complot d'avoir lieu? Quelle punition pour les coupables? En principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Je crains que demain soir, à cette heure-ci, ils ne soient exécutés après qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. La réponse est plus terrible qu'on aurait pu l'imaginer.